coup, cet après-midi, on voulait évoquer plus largement une thématique dont on a pu parler ce matin un peu en creux dans les différentes interventions, c'est le plan régional santé-environnement, et notamment le plan régional santé-environnement 4. Donc et voilà, le document cadre pour toutes les politiques de santé-environnement à l'échelle de la région Île-de-France. J'en dirai vraiment pas plus sur ce plan. Oui, pardon. Et je vais tout de suite inviter à nous rejoindre sur scène Nicolas Herbretot, qui est ingénieur du génie sanitaire à la RS Île-de-France, Lola Chupin, qui est chargée de mission santé-environnement à la région Île-de-France, Mathilde Rateau, chargée d'études au sein du réseau ISE, et Pascal Poulain, qui est responsable RSE et subventions au sein du bureau Citalios. Alors juste deux mots sur les échanges qui vont suivre. On va parler un peu plan régional santé-environnement 3 et plan régional santé-environnement 4. Et ensuite, on voulait vous donner une illustration un peu concrète d'actions qu'on peut mettre en place dans ce plan, avec le témoignage de Mathilde Rateau et Pascal Poulain. Donc voilà, je vous laisse vous installer et prendre la parole. Malheureusement. Ouais. Alors, donc, du coup, on va faire une présentation à deux voix avec Lola Chupin donc, sur le plan régional santé-environnement. Moi, je vais commencer tout d'abord par vous faire un bilan du PRSE 3 en faisant un focus sur les aspects urbanisme et santé. Et puis, Lola vous présentera un peu la démarche actuellement en cours là, sur l'élaboration du PRSE 4. Alors peut-être déjà d'un point de vue bilan général du PRSE 3, c'est un plan qui a été mis en œuvre sur la période 2017-2021 et donc du coup copiloté par la DRIEAT et l'ARS. Le conseil régional est donc récemment entré dans le copilotage pour le futur PRSE 4, mais donc pour ce plan de 2017 à 2021, on était sur un copilotage à deux pilotes. C'est un plan en fait qui s'il est piloté par deux institutions, s'appuie quand même sur tout un tas d'acteurs régionaux pour pouvoir assurer la mise en œuvre. Donc on avait une vingtaine d'acteurs qui sont pilotes ou copilotes d'actions et qui menaient les actions en autonomie. C'est un plan aussi qui a vocation à assurer un partenariat large avec différents acteurs qui sont en charge des problématiques de santé-environnement. Et donc, au travers notamment des appels à projets ou la mise en œuvre de certaines actions du plan, on avait environ 70 partenaires qui étaient associés. C'est un plan aussi qui est financé. Donc, on avait un budget qui, sur les 5 ans, qui atteint un peu moins de 6 millions d'euros, notamment ce budget a servi à alimenter un certain nombre d'appels à projets, 54 projets qui ont été ainsi soutenus financièrement dans ce cadre-là, et donc avec 4 appels à projets thématiques qui ont été menés. C'est aussi un plan qui vise à produire des outils, notamment des guides qui ont été faits, des supports de communication, former aussi les acteurs qui sont en charge de certaines populations qui sont en interface avec les problématiques santé-environnement. Et puis après, c'est un plan on essaie de communiquer dessus, notamment au travers du site du PRSE, avec une quarantaine d'articles qui ont été publiés. Alors, on a un bilan qui a été réalisé. Donc, je vous disais que donc, le PRSE 3 était un plan qui s'était décliné sur les 2017 à 2021. En fait, il s'est poursuivi jusqu'à fin juin 2022. Donc, pendant le premier semestre, on a eu une mission qui a été en charge de faire le bilan de ce PRSE. Et grosso modo, donc on avait mis en place un dispositif d'évaluation du plan et grosso modo, on a 75% des objectifs qui ont été atteints au travers de ces 5 années, dans lesquelles il faut bien compter évidemment la période un peu particulière de la pandémie Covid. Voilà quelques réalisations qui ont été faites au cours de ces 5 ans. Des choses autour de l'urbanisme favorable à la santé, notamment avec notre partenaire Ecopolis et notamment la création du poste d'Alban dans
pour mener à bien ces actions. Des actions qui ont été aussi présentées ce matin, celles menées par l'Observatoire régional de santé pour développer des outils de diagnostic à l'échelle de la région, sur le cumul d'exposition environnementale que vous avez vu tout à l'heure, mais également aussi un outil indicateur et données en santé environnement qui donne des informations à l'échelle des intercommunalités. Bon, voilà. Après, plein d'autres actions, des actions qui portaient plus vers des publics cibles, notamment les femmes enceintes et puis les jeunes enfants, avec des actions diverses, des consultations reprotoxiques qui concernent les pathologies de grossesse ou des problématiques d'infertilité qui peuvent être en lien avec des expositions environnementales, des actions autour du bruit, notamment dans les services de néonatologie, voilà, des actions plus auprès des publics qui ont des maladies respiratoires, notamment avec des conseillers en environnement intérieur qui peuvent intervenir au domicile des personnes qui ont des grosses problématiques de pathologie respiratoire. Un point important aussi, c'est de créer le réseau ISE, qui est donc le réseau des acteurs en santé environnement, et qui est né d'une des objectifs du PRSE, et qui est animé depuis 2019 par Célia Colombier. Il est installé au sein de l'Observatoire régional de santé, et beaucoup de choses ont été organisées par le réseau ISE, régulièrement avec le concours d'Ecopolis. Donc il y a des liens très, très forts entre les différents acteurs, et c'est vraiment l'intérêt qu'on avait avec la création de ce réseau. Un point aussi intéressant peut-être à montrer, c'est en termes d'action sur la formation des professionnels. On a un MOOC qui a été développé avec l'association Pédagogie numérique en santé. Vous avez une vingtaine de cours accessibles gratuitement, alors destinés aux professionnels de santé, mais qui sont aussi ouverts aux gens qui s'intéressent à ces problématiques-là, et qui couvrent vraiment un spectre très large des problématiques de santé liées aux expositions environnementales. Et enfin, on a un dispositif qui est un peu connexe au PRSE, qui s'appelle Éco-maternité, qui met en œuvre des actions de diagnostic, de formation autour des problématiques de santé environnement, et de la mise en œuvre d'outils pour justement réduire ces expositions pour les enfants, les femmes enceintes et les nourrissons. Alors, je vais là plutôt me concentrer sur les actions qui ont porté sur les aspects urbanisme, et notamment urbanisme santé, notamment des appels à projets. Donc, on l'a évoqué ce matin avec l'AMICEAD, le deuxième volet de l'AMICEAD qui a été mené dans le cadre du PRSE et qui a permis de suivre une douzaine de projets en méthodologie, notamment avec ce que Nova Scotia a pu produire dans ce cadre-là, mais également financièrement pour pouvoir mener un certain nombre d'études. Des outils d'accompagnement, de diagnostic et santé environnement, donc les outils que Sabine Ost vous a présentés aujourd'hui sur le cumul d'exposition environnementale, ça agit, c'est vraiment un outil qui est destiné à être pris en considération par les collectivités, par les aménageurs, pour pouvoir justement faire évoluer des projets en fonction des problématiques rencontrées, de la même façon que l'outil de cartographie des indicateurs et données donne les mêmes types d'informations, mais à des échelles des EPCI, donc plutôt à destination de la planification urbaine de type flux intercommunal ou PCAET. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont là pour accompagner les collectivités à mieux comprendre les enjeux sur leur territoire. Des outils pratiques qui ont été élaborés, donc le guide d'aide à la décision à l'aménagement de jardins collectifs, un des objectifs qu'on peut retrouver régulièrement et tout à fait justifié dans les actions d'urbanisme favorable à la santé. Néanmoins, dans le contexte Île-de-France, on a des sites, des friches industrielles, et donc ça peut être une difficulté de mettre en place ce genre de jardin. Le réseau ISE, je n'y reviens pas, mais c'est évidemment un vecteur de connaissances important et de partage de pratiques qui est fondamental en organisant des événements. Vous avez le prochain qui a lieu le 8 novembre sur
la formation des professionnels de santé autour des enjeux de santé-environnement. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Un certain nombre de groupes projets qui sont producteurs de données, et on aura l'exemple avec Mathilde et j'ai perdu ton prénom, Pascal, tout à l'heure. Et voilà, donc plein de choses qui sont mises en œuvre dans ce cadre-là, avec une plateforme collaborative qui permet en plus voilà, d'alimenter et de participer à ces actions. Et puis, il y a un certain nombre d'actions de formation qui sont menées à l'attention des collectivités et de leurs agents, notamment sur les problématiques liées à la présence de l'ambroisie, des chenilles processionnaires, avec notamment un de nos partenaires, c'est la Fredon. Les actions aussi autour de l'eau potable qui ont fait l'objet de formation, des actions d'éducation populaire aussi pour montrer les vertus, le bienfait de la nature pour les animateurs en éducation populaire. Voilà. En termes de retour d'expérience qu'on peut signaler évidemment de force, c'est celui de la MICEAD 2. Voilà. Au-delà de produire, d'accompagner des projets, des collectivités ou des aménageurs sur leur propre champ, leur projet, il y a aussi l'idée de pouvoir capitaliser. Et ça, c'est notamment au travers du site internet d'Ecopolis, de pouvoir centraliser un certain nombre d'informations qui ont été produites, hein, donc le Vademecum qui a été présenté tout à l'heure, mais également un certain nombre de synthèses sur les retours d'expérience, sur les études d'impact en santé, les différents dispositifs d'urbanisme favorable à la santé qui ont été développés. Et puis, on a une page spécifique avec des retours d'expérience sous forme de vidéos des différents niveaux dans les collectivités, des élus, des techniciens, qui racontent en fait l'expérience qu'ils ont vécue au travers de cet accompagnement-là. Autre point aussi important, c'est de pouvoir accompagner des collectivités pour mieux comprendre la situation de leur territoire en termes d'exposition en santé-environnement. Et là encore, c'est un travail qui a été mené avec l'ORS Île-de-France sur la base du précédent outil des points noirs environnementaux. On a pu accompagner comme ça deux collectivités, Aubervilliers et Fontenay-sous-Bois, pour mieux qualifier en fait les expositions et les problématiques rencontrées dans les collectivités, en allant jusqu'au niveau du quartier, et de pouvoir produire là encore des indicateurs qui permettent de mieux mesurer les problématiques quartier par quartier et de pouvoir orienter des politiques en fonction de priorités, en fonction de publics cibles qui sont concernés. Donc ça, il y a une publication qui a été faite par l'ORS pour montrer toute la méthodologie qui a été mise en place au niveau d'Aubervilliers. Cette méthodologie a été répliquée ensuite à Fontenay-sous-Bois, qui, à partir de ce diagnostic, a aussi produit un autre outil d'aide justement à l'aménagement sur son territoire, en prenant bien en compte ces problématiques de territoire. Et donc il y a un guide qui a été produit par Fontenay-sous-Bois qui s'appelle Aube, aménagement urbain, bien-être et santé, je crois, et donc du coup qui est vraiment un outil opérationnel à l'attention de la collectivité pour orienter les futurs aménagements du territoire. Alors, je vais passer sur la cartographie du cumul d'exposition environnementale. Sabine nous l'a présenté de façon tout à fait pertinente tout à l'heure et claire, avec une belle vidéo. Voilà, bon, donc là on avait les différents, pourtant j'avais fait des beaux effets, donc les trois dispositifs, trois onglets qui permettent d'avoir une information différenciée en fait, hein, donc le score environnemental, le score environnemental et vulnérabilité de la population, et puis donc les capacités à agir au niveau du territoire en fonction des projets d'aménagement qui sont envisagés, et de coupler ça avec les aspects d'exposition environnementale. Un point où je serai peut-être un peu plus insistant, parce que c'est un projet que j'ai tout particulièrement porté avec une collègue de l'ARS, et ce guide pour aménager les jardins collectifs,
qui en fait était une demande exprimée par les collectivités et un certain nombre d'acteurs au moment de la création du PRSE 3, c'est de pouvoir en fait les appuyer en fait dans la décision pour le choix d'un site qui servira de jardin collectif. Je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, on a souvent la pression foncière en Ile-de-France fait que les terrains disponibles sont rarement ceux qui sont les plus propres, mais qui n'ont pas de passé industriel. Et donc, du coup, ceux qui restent pour pouvoir faire des espaces de jardin collectif peuvent être des friches dont on n'a pas toujours connaissance de la qualité des sols. Et donc ça, c'est de pouvoir installer un site sur un site qui serait pollué et s'en rendre compte quelques années plus tard, c'est beaucoup plus compliqué que de prendre la décision en fonction de cette qualité des sols préalablement et de s'assurer qu'on est dans quelque chose qui est acceptable pour pouvoir assurer cette activité de jardin collectif. Activité qui évidemment a aussi des bienfaits pour la santé, que ce soit pour l'activité physique, pour aller vers une alimentation plus saine, comme vous êtes rentré aussi dans les projets alimentaires territoriaux. Enfin voilà, on est vraiment dans un contexte qui va dans le sens de promouvoir ce type d'activité. Et donc, du coup, c'est une démarche qui se veut simplifiée, qui ne prend pas toute la dimension de ce que peut être une étude qui est menée dans le cadre de la méthodologie nationale sur les sites et sols pollués, qui est souvent celle qui est recommandée. Et donc, du coup, on a une démarche qui va se baser sur une sélection de substances à rechercher, un plan d'échantillonnage à faire, et puis, surtout, la définition de valeurs repères des qualités des sols, parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui d'un point de vue réglementaire. On n'a pas de valeur réglementaire pour dire la qualité des sols. On a ça pour l'air, on a ça pour l'eau, mais on n'a pas ça pour les sols. Donc là, on a été jusqu'à développer des valeurs repères qui permettent justement d'orienter ensuite la décision, sachant que si on respecte ces valeurs repères, on sait qu'on n'a pas de risque par rapport aux usages de jardinage, d'avoir des risques de surexposition de la population liés à cette activité. Voilà, une démarche qui se décline en 4 phases et qui donc fait l'objet de valeurs repères pour un certain nombre d'éléments, traces métalliques et puis de polluants organiques à rechercher. Donc voilà, on a pu définir. Donc il y a toute une méthodologie, évidemment, on ne les a pas créées de nulle part, ces valeurs. C'est sur la base de beaucoup de données qui ont été traitées, qui ont été définies avec un comité d'experts. Et voilà, ça nous donne donc toute une démarche, et donc avec un arbre décisionnel qui permet de voir quelle activité on peut mettre en place dans le jardin. J'ai oublié d'emmener des guides aujourd'hui, c'est ma faute, mais du coup vous pouvez retrouver ce guide-là sur le site internet de l'ARS en téléchargement ou par le biais du site du plan régional santé-environnement. Voilà, pour finir, donc du coup, sur ce bilan du PRSE 3 qui aborde au-delà évidemment des problématiques d'urbanisme d'autres sujets, vous pouvez télécharger donc le bilan donc vous avez le bilan final, mais vous avez aussi un bilan à mi-parcours qui avait été établi, et donc à chaque fois avec des fiches qui récapitulent les actions qui ont été menées dans le cadre du plan, et puis pour chaque action, les réalisations qui ont été faites, les publications sur le site internet, et tout ça est cliquable pour pouvoir aller les rechercher. Voilà, une synthèse aussi qui a été publiée sur le site internet du PRSE 3 qui permet d'avoir une vision un peu globale et générale de ce bilan. Maintenant, je vais passer la parole à Lola pour vous présenter les dispositions actuelles pour l'élaboration du PRSE 4. Bonjour à tous. Du coup, comme vous l'avez compris, on est dans une période charnière entre le PRSE 3, donc le plan régional santé environnement 3, et le 4e qui est entré en élaboration à partir de septembre. Donc ce plan, on est en train de le construire, on a jusqu'à fin 2023 pour le construire, et on va le construire à partir de 3 choses, notamment à partir du plan national santé environnement 4, qui a été finalisé donc en mai 2021, et qui nous demande de décliner 5 actions au niveau du territoire
En fait, le plan régional, c'est-à-dire qu'on doit adapter le plan national, mais on a aussi une grande liberté par rapport aux spécificités de notre territoire. Donc, ce qu'on doit décliner, c'est la formation des professionnels de santé à la santé environnementale, la prévention des maladies vectorielles, la gestion, émergente, la gestion des espèces exotiques envahissantes ou proliférantes, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et la surveillance de la santé de la faune terrestre et la prévention des zoonoses. Donc ça, c'est vraiment les 5 thèmes qu'on doit nous décliner en région Île-de-France, et donc toutes les autres régions vont devoir décliner aussi ces 5 thèmes-là. Le deuxième axe, c'est vraiment donc partir du bilan du PRSE3, et donc ce qui vient de nous être présenté, donc vraiment cet héritage qu'on a eu et ces actions qui ont été menées, savoir ce qu'on continue, ce qu'on fait de plus, comment on articule ce plan avec le nouveau, et notamment aussi de partir des outils diagnostiques qui ont été développés dans ce plan grâce à l'ORS, et donc des outils que Sabine vous a présentés ce matin, notamment l'outil de cumul d'exposition environnementale et l'application, donc c'est Intersanté Environnement, que vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'ORS. Et le dernier axe pour créer cette stratégie régionale, c'est une concertation publique qu'on est en train de mener en ce moment. Donc, elle a été menée sur septembre-octobre. Actuellement, il reste 3-4 jours pour participer, donc c'est sûr que c'est un petit peu tard, mais on peut participer de 2 manières. Donc, soit en déposant un cahier d'acteurs, on pense que c'est peut-être un petit peu tard, à part s'il y a des personnes vraiment très très motivées en 4 jours qui veulent nous déposer un cahier d'acteurs. C'est un document que vous pouvez télécharger, vous sélectionnez un enjeu, et par rapport à cet enjeu-là, vous pouvez exprimer une action que vous aimeriez porter avec les partenaires que vous identifiez, ou des actions qui pourraient être portées par d'autres personnes, pour qu'on puisse se nourrir des réflexions des acteurs de la santé environnementale pour construire ce plan. Et bien sûr, ce plan doit vraiment, en toile de fond, on a vraiment ces enjeux d'une seule santé qu'on va devoir intégrer de manière transversale, et d'enjeux d'adaptation au changement climatique. Les grandes étapes de l'élaboration, donc là, je vous parlais, on est dans cette période de concertation avec la plateforme en ligne qui est disponible. On va avoir une période de validation des priorités régionales. Donc, une fois qu'on va avoir vraiment, on va sortir tous ces éléments qu'on va avoir de la concertation, donc que ce soit le cahier d'acteurs ou que ce soit le questionnaire. Donc là, c'est peut-être plus facile pour vous en quelques jours d'y répondre. Ça se fait en une quinzaine de minutes. C'est vraiment pour identifier quelles sont les priorités pour vous acteurs de terrain, vous collectivités qui voyez au quotidien des enjeux que vous aimeriez voir inscrits dans le PRSE4. Donc vous pouvez vraiment remplir ce questionnaire, ça nous aiderait beaucoup à construire ce plan. Donc une fois qu'on aura vraiment les résultats de la concertation, que nous aussi on va se regrouper avec les 3 institutions qui copilotent le plan, donc la DRIEAT, l'ARS et la région, nos priorités, on va faire un événement donc, qui est le 6 décembre. On va vraiment annoncer aux acteurs les résultats de la concertation, les priorités régionales, et partir sur la 3e phase qui sera la construction des enjeux et la construction avec des groupes de travail à partir de janvier. Après tout, ça va être tout un travail d'écriture du plan, d'élaboration plus concrète qui se fera sur le 2e trimestre 2023, puis une nouvelle consultation. Donc ça, c'est un calendrier prévisionnel. On ne sait pas exactement si on va prendre un petit peu plus de temps dans la construction des actions, etc. Mais on prévoit une consultation sur le projet de plan vraiment rédigé pour mai-juin prochain, et une adoption du PRSE4 pour la rentrée prochaine, donc septembre 2023, si tout va bien. Donc voilà, là c'est la plateforme, l'interface de la plateforme, comme vous pouvez la voir. Donc vous voyez, il y a 2 onglets. Il y a répondre au questionnaire, et vraiment on vous encourage vraiment à le faire, et déposer un cahier d'acteurs. Pour être tenu au fait sur tout ce processus d'élaboration du PRSE4, cette plateforme, elle a été ouverte pas seulement pour la concertation qui est actuelle, ça va vraiment être l'endroit où vous pouvez voir tous les événements qui vont avoir lieu sur l'année entière, que ce soit des colloques, comme le colloque ISE qui va avoir lieu le 8 novembre, tous les webinaires qui vont être créés autour de la création de ce plan. Donc, on vous invite vraiment à retenir cette plateforme. En tout cas, le lien sera sur le PowerPoint. Vous avez aussi le QR code pour y accéder.
Et pour avoir aucun effort à faire, vraiment, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être au fait de tout ce qui se passe et recevoir toutes les informations. Voilà. Oui, c'était pour rappeler la journée annuelle du réseau ISE, qui va être un grand événement du réseau, donc qui est spécifiquement sur la question de la formation des professionnels de santé à la santé environnementale. Donc ça va être une journée riche d'échanges, et peut-être que Mathilde en dira un petit mot juste après. Et voilà, retenez bien la date aussi du 6 décembre du Forum Santé Environnement. On vous annoncera les résultats de la concertation et aussi participer à des premières pistes de réflexion ensemble. Et donc on vous invite déjà à vous préinscrire sur la plateforme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je réitère l'invitation. On vous invite vraiment à vous rendre sur cette plateforme pour contribuer. Toutes les contributions sont les bienvenues. Et pour être un peu plus concret sur la forme que peuvent prendre des actions qui viendraient s'inscrire dans le PRSE 4, on voulait faire témoigner le réseau ISE, ainsi que Pascal Poulain de Citalios, avec qui on a participé à un groupe de travail, justement pour faire des propositions de contribution à ce futur PRSE. Je vous laisse le présenter. Merci Alban. Merci beaucoup pour la communication pour le colloque du réseau. Donc, je vais commencer par ça. Donc, le colloque du réseau, c'est le 8 novembre, donc au CNAM à Paris. Il y aura un format hybride. La thématique, donc, c'est le professionnel de santé comme acteur majeur de la santé environnementale, avec un prisme autour des formations initiales, autour des formations continues, et puis également un prisme autour de la prévention et de l'approche en tant que co-bénéfice en fait pour la santé. Alors, donc, le réseau, donc ISE pour Île-de-France Santé Environnement, c'est un réseau donc, qui a été créé dans le cadre du PRSE 3 Île-de-France, et plus spécifiquement donc, de l'action 1.3 qui était de développer un réseau régional ressources en santé et environnement. Il est donc financé par la DRIEAT et l'ARS, et on est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui lui-même en fait est le département santé de l'Institut Paris Région. Donc peut-être en tant qu'urbaniste, aménageur, etc., vous connaissez peut-être plus l'IPR. Et donc les missions du réseau s'élaborent vraiment autour d'un objectif qui est d'intensifier, de diversifier les collaborations entre acteurs franciliens de la santé environnementale et puis de promouvoir leurs actions. Le réseau, aujourd'hui, c'est environ 130 acteurs, membres, qui sont issus donc, de secteurs d'activité variés, donc des collectivités territoriales, donc avec du coup, les conseils départementaux, les communes et les intercommunalités. Ensuite, on a donc les services de l'État et puis les agences de l'État, les acteurs de l'offre de soins et puis les acteurs de la prévention, donc là, plutôt professionnels et représentants des professionnels de santé, les mutuelles, aussi les réseaux de santé et réseaux de santé en périnatalité, et puis aussi des établissements de santé, des associations et des réseaux. Donc on voit que par exemple Ecopolis est un acteur membre du réseau, des organismes d'études et de recherche, quelques sociétés, dont par exemple Citalios, Pascal travaille à Citalios qui est donc un aménageur, et puis quelques adhésions à titre individuel. Donc, pourquoi est-ce que vous, par exemple, en tant qu'acteur francilien, vous pourriez adhérer au réseau? Donc, tout d'abord, pour en fait créer du lien et être mis en relation avec d'autres acteurs franciliens, pour aussi avoir accès à de l'information et des ressources qui sont partagées par d'autres acteurs professionnels du secteur. Et puis, l'objectif vraiment commun, c'est que collectivement, on arrive à monter en compétence sur le domaine de la santé environnementale de façon large et globale. Ensuite, vous pouvez également en fait, partager votre expérience et faire connaître aussi vos travaux et vos actions, participer dans des groupes de travail à la co-construction en fait, de politiques publiques locales. Également, on a une mission autour de la création d'événements. Donc là, vous pouvez aussi co-construire avec nous, participer ou intervenir aux événements qu'on organise. Et puis enfin, vous pouvez mobiliser notre écosystème d'acteurs pour pouvoir développer vos projets. Dans le projet qu'on va vous présenter avec Pascal par la suite, là c'est l'inverse. C'est nous, en tant que réseau, qui avons mobilisé notre réseau d'acteurs
pour pouvoir co-construire en fait un projet de territoire. Donc concrètement, ah non, pardon. Ah, je crois qu'il y avait une slide ensuite, peut-être que je te l'ai envoyé trop tard, Alban. Donc c'était simplement une slide pour vous montrer en fait le site du réseau. Donc sur le site du réseau, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations. Donc sur les événements, vous avez accès à tous les replays. Sur les travaux qu'on a menés, vous avez accès aussi aux livrables. Et puis également une page d'actualité où vous pouvez retrouver donc tous nos événements et notamment s'inscrire du coup au colloque du 8 novembre. Donc concrètement, le projet dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a travaillé donc sur un projet qu'on a nommé, en fait, c'était autour d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a nommé Cohabiter avec la nature pour une meilleure santé. Donc je vais vous présenter rapidement le contexte en fait de ce travail, et puis après Pascal prendra le relais pour vous parler plus du contenu en fait de l'AMI. Donc, comme l'a rappelé Lola tout à l'heure, le PNSE4, qui est le Plan National Santé-Environnement, a inscrit le concept Une seule santé, ce qui nous permet, en fait, nous, en région, de pouvoir imaginer des déclinaisons opérationnelles possibles de ce concept-là. On se rappelle que le concept Une seule santé, c'est essayer de faire des relations, de faire des liens entre santé humaine, santé animale, fonctionnement des écosystèmes, et de pouvoir imaginer en fait à la fois le côté amélioration des connaissances sur ce concept-là, mais de pouvoir imaginer concrètement sur un territoire qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on veut dire par là, qu'est-ce qu'on cherche à vouloir faire et à vouloir signifier. Donc on voit que c'est des dimensions qui sont complexes et qui sont complexes finalement à pouvoir allier, mais du coup, on va vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on a pu arriver à quelque chose d'un peu plus concret. Donc, début de l'année 2022, donc, l'ARS et la DRUAT nous ont demandé de pouvoir finalement imaginer des actions Une seule santé qui seraient à intégrer dans ce prochain plan régional santé-environnement, donc le PRSE4. Donc, nous, en équipe, on a essayé d'imaginer finalement des portes d'entrée à se dire, mais par quel biais on va pouvoir inscrire une seule santé en fait sur le territoire francilien, et puis au-delà, de façon beaucoup plus globale, qu'est-ce que ça signifie. Donc on a fait un ensemble de propositions qu'on a soumises à sondage en se disant, nous en interne, on n'a que les moyens de pouvoir finalement travailler sur les deux propositions qui seraient les plus plébiscitées, dont en fait il y a eu donc cet appel à manifestation d'intérêt qu'on a nommé Cohabiter avec la nature pour une meilleure santé, et un deuxième travail autour de l'expérimentation donc de contrats locaux de santé et de communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS, Une seule santé. Donc sur ce projet-là, on a constitué donc un groupe de travail qui est pluridisciplinaire, à l'image en fait de Une seule santé, donc qui a allié des acteurs de la santé humaine, des acteurs de la santé animale. Sur ce groupe de travail-là, plus en fait des inspecteurs de santé publique vétérinaire, et puis des acteurs de l'environnement. Des acteurs qui, du coup, qui étaient franciliens, qui étaient acteurs du réseau, mais pas que, et des acteurs aussi qui étaient hors Île-de-France, en se disant qu'on a vraiment besoin de cette mutualisation en fait, des réflexions pour arriver aujourd'hui à quelque chose de concret dans un territoire. Finalement, on a eu 4 réunions de groupes de travail qui ont été extrêmement riches, où les idées ont fusé, où du coup on a tous avancé en fait dans un même sens, même si c'est vrai que pouvoir allier un ensemble d'acteurs comme ça qui ont finalement pas le même bagage, des fois pour dire la même chose, on n'a pas le même mot, et en fait ça a créé vraiment des fois on va dire des idées qui n'étaient pas énoncées de la même façon, mais qui au final voulaient dire la même chose. Donc il y a eu tout un travail comme ça de pouvoir en fait réarranger les idées sous la forme commune, avec un langage vraiment commun. Au final, on est arrivé à la production d'un livrable type AMI, un AMI qu'on retrouve de façon générale pour tous les AMI, qui est annexé non pas de 2 mais de 3 annexes. Une annexe avec donc des exemples de projets concrets,
une annexe autour des acteurs et partenaires qu'on pourrait solliciter dans le cadre de cet AMI, et puis une dernière annexe autour des indicateurs de mesure. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver le livrable de ce travail-là donc sur notre site, dans la partie actualité, à l'endroit où je vous ai pointé le curseur. Donc concrètement, cet AMI, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a défini donc un objectif prioritaire qui est donc de pouvoir accompagner les porteurs de projets qui expérimentent ou qui souhaitent expérimenter la traduction du mot d'ordre Une seule santé sur le territoire. Et on a défini 2 objectifs opérationnels. Donc le premier qui va être de pouvoir repenser les territoires sous le prisme Une seule santé, et un second qui est finalement totalement en parallèle avec le premier, qui va être de favoriser en fait l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé et de favoriser l'éducation à la nature et au-delà l'éducation au vivant dès le plus jeune âge. En parallèle de cet objectif prioritaire et de ces 2 objectifs opérationnels, il y a donc des objectifs transversaux dans cet AMI. Le premier, c'est se dire, aujourd'hui, quand on repense les territoires sur le prisme Une seule santé, qu'est-ce que ça signifie? Donc nous, au départ, au début du groupe de travail, on avait un peu le biais peut-être francilien ou parisien, où on a pensé les territoires urbains, périurbains. Finalement, on s'est dit que l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir repenser l'ensemble des types de territoires, donc qu'ils soient urbains, périurbains, ruraux ou agricoles, qui représentent 48% de la surface d'Île-de-France, sous le prisme Une seule santé. Ça veut dire qu'en fait, pour toute question, toute problématique, par exemple d'aménagement, de planification, etc., on va essayer de trouver ensemble, d'élargir sa focale en se disant, mais finalement, ce que je fais, quel impact ça a en termes de santé humaine, en termes de santé aussi animale et en termes d'écosystème, de fonctionnement de l'écosystème. On s'est dit également que l'importance des projets qui pourraient être portés dans le cadre de cet AMI, c'est de pouvoir faire en fait la continuité entre un projet qui serait porté dans un territoire et puis les territoires de proximité, en se disant que les frontières, finalement, elles existent uniquement sur la carte, mais du coup, elles sont un peu fictives. Deuxième objectif transversal, ça va être véritablement de valoriser ce partage d'expériences et de bonnes pratiques au sein de cet AMI. Et puis ensuite, de pouvoir vraiment pérenniser les actions et les projets qui seraient portés dans cet AMI. Donc avec de la coordination, de la valorisation et de la capitalisation, et puis des indicateurs de mesure qu'on a essayé de penser sur le long terme. Donc 3 types d'indicateurs, des indicateurs de contexte qui permettraient de justifier de la mise en place de l'action du projet, des indicateurs de réalisation du projet ou de l'action en tant que tel, et puis des indicateurs de pérennité qui finalement seraient des indicateurs d'évolution de l'indicateur de contexte, de réalisation, et qui permettraient de pouvoir justifier en fait la mise en place et la capitalisation de ces projets. Et je laisse la parole à Pascal pour la suite de la présentation. Merci. Oui, donc ce qui est important dans ce projet d'AMI proposé, en effet, soutenu par le réseau ISE, c'est vraiment de la réflexion qu'on a eue sur le type d'accompagnement qui va permettre en fait vraiment de soutenir et d'impulser des projets qui n'auraient peut-être pas émergé ou été réalisés sans aussi cette aide. Et là, on a vu toute la richesse des échanges lors des groupes de travail du fait qu'on venait de secteurs très différents. Donc, on a pu identifier différents types d'accompagnement qui pouvaient être de réels leviers pour ces projets. Donc, forcément, très terre à terre, mais l'accompagnement, le soutien financier, puisque c'est souvent un enjeu sur des projets. Mais pas que, en fait, on n'est pas que sur une aide financière. Il y a aussi souvent un besoin d'expertise, d'expertise technique, de méthodologie en termes d'accompagnement. Aussi, la question de la formation s'est posée, ainsi que la capitalisation, le partage d'expériences. On s'aperçoit que dans le cadre des AMI, souvent, c'est très important de pouvoir aussi prendre le temps, ce temps de retour, de partage entre acteurs. Et ça fait partie justement d'un des objectifs qui est la montée en compétences
de l'ensemble des acteurs qui seraient porteurs de ce type de projet. Donc, comme le disait Mathilde, hein, donc il y a une vraie volonté d'assurer la pérennité des projets lauréats, avec justement notamment la capitalisation et le partage d'expériences en interne et en externe. Sur la nature des projets attendus, donc là aussi on est sur une approche transversale. Hein. Donc l'objectif est de toucher aussi une multitude de projets et à différentes étapes, hein, différents stades d'avancement, et ça j'en reparlerai juste après. Donc on a en fait des projets qui peuvent être de type, qui peuvent être des projets d'aménagement ou de construction, des projets de planification à l'échelle régionale ou locale, hein, ou des projets de recherche et de développement ou d'innovation. Donc on est aussi sur une phase amont, pendant ou en aval de la phase chantier. Voilà. Encore une fois, c'est un petit peu comme différents types d'appels à manifestation d'intérêt. On peut toucher une multitude de projets et d'acteurs, et c'est important, dans le cadre qui est défini et proposé par l'AMI, d'avoir cette ouverture et cette souplesse. Alors, en amont de la phase chantier, donc pour les projets d'aménagement ou de construction, donc on peut avoir des projets de transition agroécologique, des projets aussi en lien, portés en lien avec la qualité des espaces publics. Et ça, j'en parlais assez souvent. Voilà, c'est vraiment un sujet assez fort sur les projets d'aménagement, de pousser plus loin aussi les pratiques sur ce sujet-là. On va avoir à l'échelle des projets de planification, donc ça va être de favoriser notamment l'intégration des différentes trames. Alors je vous donne tout le panel de couleurs, mais verte, bleue, brune, noire, hein, lors de la révision des documents d'urbanisme. Et on en parlait notamment ce matin avec le SDRIF environnemental, hein, qui est en cours de révision. Et comme on parle de concertation, là aussi il y a une concertation en cours, donc n'hésitez pas à y contribuer. Et on va avoir aussi donc des projets alimentaires territoriaux qui peuvent être aussi éligibles, hein, voire des projets aussi donc assez différents liés aux îlots de chaleur urbains ou donc de développement du génie écologique. Hein. Tout ça sera détaillé de toute façon on l'espère, l'AMI sera proposée. Hein. Et donc des projets de recherche et de développement d'innovation. Là, on est plutôt sur des projets doctoraux, et notamment sur l'évolution de la séquence ERC, donc c'est éviter, réduire, compenser, en lien donc avec les procédures environnementales, et donc avec aussi des projets de thèse, une seule santé qui pourrait être soutenue de cette manière. Alors, on peut avoir aussi une temporalité liée à la phase chantier, donc avec plutôt ce qui touche aux nuisances environnementales. Et là aussi, on a vu avec l'outil Carte-Vie ce matin, voilà, quand on parle de cumul de nuisances, finalement, l'impact que ça peut avoir sur les habitants, voire les populations dites plus vulnérables. Donc on peut, voilà, ça pourrait aussi toucher des projets qui aident à améliorer finalement cette phase chantier par rapport à l'exposition aux nuisances. Et également en aval de la phase chantier, donc c'est la gestion notamment des risques voilà, plutôt que des risques, mais de la gestion de la cohabitation faune-flore, être humain. Avec des études d'impact, pourquoi pas à dimension, une seule santé, et puis des sujets autour du stress animal, de la qualité des sols qui était évoqué juste avant, de type d'usage, de la qualité des eaux. Voilà, on a vraiment une multitude de sujets et on le voit dans les projets de manière générale qui émergent de plus en plus aussi, notamment liés aux enjeux environnementaux qu'on voit maintenant, qu'on constate aussi avec le changement climatique. C'est assez important voilà, de toucher aussi ce type de projet.
On a un objectif, alors c'est de pouvoir aussi favoriser l'engagement citoyen en faveur d'une seule santé. Donc, on peut être aussi sur des démarches de concertation. Le développement aussi de citoyens sentinelles, la recherche participative, des actions de sensibilisation, d'information des habitants, et aussi sur des actions liées à l'éducation à la nature et au vivant dès le plus jeune âge, puisque finalement, voilà, ça se passe aussi dès cette période de la vie, donc de favoriser le développement de projets d'éducation à la nature et au vivant, d'outils pédagogiques, voire de favoriser la végétalisation des espaces publics privilégiés par les plus jeunes. Voilà, donc une multitude de projets possibles, et je vais rajouter une couche, une multitude d'acteurs aussi qui peuvent être concernés, donc des acteurs franciliens, mais qu'ils soient publics, parapublics, associatifs, scientifiques, privés, puisque ce sont des porteurs de projets potentiels sur ceux qu'on vient de voir à l'instant. Et donc forcément, multitude de projets possibles, multitude d'acteurs, ça veut dire qu'il faudra avoir en termes de budget, d'enveloppe financière, finalement, si l'AMI est retenue, de voir surtout sa ventilation, comment le ventiler de manière équilibrée entre ces différents projets pour avoir un maximum d'impact et de pouvoir ainsi concrétiser les axes prioritaires du PRSE 4, justement, qui est en cours de définition. Donc, lors du groupe de travail, une question s'est posée, forcément, vu le cadre qui est donné, on peut être confronté à aussi un nombre important de candidatures, d'où le point d'attention qui était attiré sur le comité de sélection, la sélection des candidatures. Donc voilà, ça c'était une proposition qui était faite de vraiment bien identifier dans le comité de sélection des acteurs issus de structures publiques par rapport à la défense de l'intérêt général, d'anticiper la disponibilité des acteurs et puis l'équité des projets lauréats par rapport au type de porteurs de projets, voilà, encore une fois, pour servir au mieux finalement les ambitions du PRSE 4 et en même temps répondre aussi de la manière la plus pertinente possible aux projets qui peuvent avoir un impact aussi auprès de tous. Donc, en conclusion, donc on est sur un AMI proposé ambitieux, mais qui en même temps, on le pense, est à la hauteur des objectifs du PRSE 4 et des attentes aussi que peuvent avoir les porteurs de projets, qui est fédérateur, donc, puisque l'objectif, encore une fois, c'est ce partage d'expériences, de bonnes pratiques, de réseaux pour améliorer les pratiques en faveur de la santé, et qui se veut penser surtout sur le long terme. Donc là, avec vraiment cette importance, l'importance accordée à la pérennité des actions, à la montée en compétence des acteurs, notamment voilà, de l'ensemble des acteurs, donc, y compris les collectivités, j'en fais partie, les aménageurs, les associations, les chercheurs, les acteurs de la santé. Enfin, voilà, et donc Mathilde, je ne crois pas que tu l'aies précisé, mais donc le projet d'AMI a été déposé, un cahier d'acteurs a été déposé. Voilà, donc en tout cas, moi j'en profite pour remercier Mathilde aussi pour l'animation de ce groupe de travail, voilà, qui nous a permis de faire émerger cet AMI. Merci beaucoup.